commencer la conférence. On vous invite à vous asseoir. Si jamais, avant la conférence, il y a besoin d'une traduction en anglais ou en allemand, vous avez des écouteurs qui sont à disposition à l'entrée vers la personne en verte. Du coup, bienvenue à cette troisième journée du contre-semestre pillage. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, cet événement sert à dénoncer le pillage des ressources du Sud par les multinationales et les financiers qui seront réunis la semaine prochaine au Beau Rivage. Le système extractiviste qui est profondément racialisé et impérialiste détruit des vies et des écosystèmes pour alimenter les profits du Nord. Mais on n'est pas là que pour dénoncer, on est là pour donner l'occasion de renforcer nos luttes, de se former et de s'organiser. Et aussi une dernière chose, on vous remercie d'être présent pour cet événement qui, sans spectateur, n'a pas de sens. Plus tard dans la journée, on aura un panel sur la situation au Congo ainsi que le financement de la guerre en Palestine et puis un atelier sur comment s'organiser contre les multinationales en Suisse. Maintenant, je vais vous présenter le panel de la conférence. J'invite les invités à se lever. Du coup, de gauche à droite, on a Gabrielle Halima, militante d'Ensemble à gauche, qui commencera par une présentation des institutions financières internationales, une présentation de la crise de la dette des années 80 et le rôle que les acteurs suisses ont joué dans celle-ci. Ensuite, nous avons, alors je vais les présenter dans l'ordre de la conférence, Éric Toussaint, militant au CADTM, et puis il va vous présenter la nouvelle crise de la dette. Et troisièmement, Scarlett de Debt for Climate, qui va établir le lien entre la dette, l'extractivisme et la crise climatique. Exceptionnellement, on se donne un peu plus de temps pour cette conférence parce qu'elle est quand même compliquée et il y a beaucoup de choses à aborder pour vraiment avoir des outils. Donc, on se donne jusqu'à midi pour pouvoir vous présenter un peu tout ça et prendre vos questions. Bonne conférence. Je peux y aller ? Je modère, ça n'a pas d'importance. Alors, je vais le présenter. C'est Ryan, camarade de Ensemble à gauche, Solidarité Écologie Verdon, militant antiraciste et internationaliste. Voilà, que j'aime beaucoup. Merci beaucoup de votre présence ce matin pour cette dernière journée. Moi, je vais vous parler donc brièvement des institutions financières internationales, comment elles ont fonctionné dans le contexte de la crise de la dette dans les années 80. Donc les institutions, quand on parle des institutions financières internationales, aujourd'hui on va parler du FMI et de la Banque mondiale. Ce sont deux institutions qui ont été créées en 1944 dans l'objectif de reconstruire les pays touchés par la guerre et mettre sur pied un système monétaire international. Vous savez que après les colonisations, dans les mouvements de décolonisation, les pays ont été massivement poussés à s'endetter pour pouvoir financer leurs économies nationales et se sont retrouvés très endettés dès la fin des années 70 et se sont adressés à ces institutions pour régler la question de leur dette. Et à cette occasion-là, donc on inaugure, disons, une nouvelle vague néolibérale qui s'étend jusqu'aujourd'hui et dans laquelle les institutions comme le FMI et la Banque mondiale ont joué un rôle vraiment prépondérant dans l'exportation du modèle néolibéral dans ces pays endettés à travers les négociations des dettes. Donc, le FMI et la Banque mondiale ont joué, comme j'ai dit, un rôle très important en imposant, en contrepartie de l'octroi de nouveaux crédits, des programmes d'ajustement structurel. Les programmes d'ajustement structurel, je me répète par rapport aux personnes qui étaient là à la conférence d'hier soir, désolée, mais comme on a des nouvelles têtes, on va faire ce rappel. Les programmes d'ajustement structurel, c'est un ensemble de mesures qui ont pour but de réduire la dette et qui visent en fait à réduire les dépenses de l'État, réduire les dépenses publiques et qui sont en fait des réformes d'inspiration néolibérale et qui s'articulent autour des cures d'austérité très importantes,
et qui vont s'attaquer directement au salaire de la fonction publique, au licenciement des employés de la fonction publique, à des privatisations d'entreprises d'État, qui vont aussi pousser les économies endettées à se tourner massivement vers un modèle exportateur, ce qui veut dire qu'on va plus produire en fonction des besoins des populations, mais en fonction des impératifs d'exportation, et qui pousse aussi les pays à dévaluer leur monnaie nationale, c'est-à-dire pour promouvoir ces exportations, on va diminuer le coût des marchandises en abaissant le cours de la monnaie. On a aussi toute une série de mesures de libéralisation du commerce, de libéralisation des mouvements de capitaux qui visent à stimuler les investissements directs dans ces économies par exemple, libérant le rapatriement des bénéfices des multinationales. Donc on voit bien que c'est un programme qui bénéficie surtout aux entreprises, aux banques et pas aux populations locales. Et on a vu dans l'histoire que ces plans d'ajustement structurel ont produit de sévères inégalités sociales. Ils ont accru la pauvreté d'une façon monumentale dans les pays dans lesquels ils ont appliqué ces recettes du FMI. Et ils ont comme matrice le néolibéralisme comme un projet politique. Donc, le néolibéralisme entendu comme le rétablissement du pouvoir de la classe dominante, l'idée que le marché va s'autoréguler et que l'État n'est pas là pour fausser la concurrence, mais pour surveiller les règles du jeu. Et à ce titre, l'État va se mettre en retrait et ne va pas intervenir pour aider la population, pour donner des subventions, par exemple. Et donc, on va inaugurer cette période d'approfondissement de la dynamique impérialiste. Donc, on entend hier, Vincent disait les programmes d'ajustement structurel sans une idée néocoloniale, ou on peut dire aussi impérialiste, et dans laquelle la Suisse a profité pleinement pendant les années 80. Il faut savoir que la Suisse ne va pas rejoindre le FMI avant 1992. La Suisse a une politique indépendante. Hier, on a parlé avec Sébastien du goodwill que ça produit. Je vais vous donner l'exemple concret de ce que ça veut dire le goodwill suisse. Mais donc, on ne va pas rejoindre ces institutions avant 1992, mais la Suisse a une position très particulière dans ces institutions financières internationales parce que c'est le seul pays non membre dans les années 70 qui les finance et qui les finance vraiment très massivement. Dans les années 70, le contexte de la Suisse, on est aussi vous savez, la Suisse est une puissance industrielle et financière très importante avec des entreprises qui sont à la tête de tout un certain nombre de secteurs de l'économie. On pense à l'alimentation, à la pharma, aux machines. Et qui ont un poids très important dans les investissements directs à l'étranger. En 1974, par exemple, la Suisse est déjà le 8e plus gros investisseur direct à l'étranger au monde et le 3e si on compare la part des investissements directs à l'étranger avec le produit intérieur brut. Et dans des pays qui se sont retrouvés massivement endettés à partir du début des années 80, comme le Brésil, le Mexique et l'Argentine, la Suisse est vraiment dans le top des plus gros investisseurs, donc on a un intérêt très important à ce que ces pays ne sombrent pas dans la crise. Et une puissance financière, je disais, la deuxième place financière au monde d'après le FMI au milieu des années 70, avec une spécialisation dans la division internationale du travail entre centres financiers dans la gestion de fortune, donc l'attrait des capitaux des bourgeoisies des pays du Sud qui viennent mettre leur argent en Suisse, et ça va être aussi quelque chose d'important pour la suite. Et et je disais, donc la Suisse est un important bailleur de fonds, surtout de la Banque mondiale, le 3e plus grand créancier et le 2e de la Banque mondiale si on considère les emprunts sur les marchés privés des capitaux de la Banque mondiale au milieu des années 80. Et cette position de créancier va en fait avoir deux implications directes pour la Suisse qui vont bénéficier du coup le capitalisme suisse,
c'est d'une part, sur le plan politique, ce financement va justifier l'obtention d'un siège d'observateur de la Suisse dans les institutions financières internationales et va permettre à la Suisse de décrocher un siège dans le groupe des 10, le G10, qu'on connaît sous le nom de G10, mais pas de G11, parce que vous savez sans doute à quel point les autorités politiques suisses attachent de l'importance à leur discrétion, à l'idée que on doit envoyer une image d'un pays petit, sans influence significative. Donc on nourrit ce que Sébastien Guay appelle le mythe de la petitesse de la Suisse. Et du coup, la Suisse va prendre part à ces grandes discussions internationales dans le cadre du G10, en fait, donc dans un groupe restreint de pays qui pensent, qui discutent la politique du FMI. Et du point de vue économique, la contrepartie qui est négociée entre la Suisse et la Banque mondiale pour ce financement, c'est le droit d'exporter c'est l'accès au marché de la Banque mondiale. C'est-à-dire que alors que la Suisse n'est pas membre de la Banque mondiale, les entreprises suisses vont être traitées sur un pied d'égalité avec les entreprises des pays membres lors des appels d'offres pour des exportations dans le cadre des programmes mis sur pied de la Banque mondiale. Et ça, c'est vraiment le nœud de l'intérêt de la Suisse pour la coopération avec la Banque mondiale. Et je vais vous donner un chiffre très parlant. En 1976, si on compare les montants qui ont été versés par la Confédération à la Banque mondiale et ce que les entreprises suisses ont touché en termes de contrats, on est 4 fois plus. Donc, 4 fois plus d'argent revient dans les poches des industriels suisses sous la forme d'achat de marchandises que ce que le Conseil fédéral, enfin que nos autorités ont donné à ces institutions. Et ça, c'est vraiment le nœud qui s'inscrit d'ailleurs dans la politique de coopération développement multilatéral. Donc c'est une politique institutionnalisée, mais qui profite dans les faits pas aux pays qui vont recevoir les capitaux ensuite de la Banque mondiale, mais aux entreprises, surtout suisses, qui vont voir cet argent retourner en fait dans leur poche. Alors, il y a aussi la question que je voudrais aborder avec vous Pardon, je me suis perdue dans mes notes. De la montée de la crise de la dette. Donc, au moment de la crise de la dette, quand elle bat son plein au milieu des années 80, l'UBS sort une brochure qui justifie en fait l'ampleur de ces crédits à la Banque mondiale. Et là, on voit en fait l'intérêt politique aussi qu'ont les banques suisses à mettre à disposition ces capitaux à la Banque mondiale. En plus d'échapper au risque que ça représente de prêter directement aux pays de la périphérie, parce que quand on prête à une institution comme la Banque mondiale, ces emprunts-là, ils sont garantis. L'UBS a un intérêt profond à soutenir les réformes néolibérales qui sont implémentées dans les pays endettés, et ils le disent assez clairement, je cite, que sur la Banque mondiale, il s'agit là du seul instrument techniquement qualifié et disposant de suffisamment de pouvoir financier et politique pour optimiser les résultats. Donc on voit un langage très entrepreneurial du calcul coût-bénéfice en plus, on va toucher les taux d'intérêt, on s'enrichit avec les taux d'intérêt de ces emprunts, mais aussi il y a un retour sur investissement des politiques qui vont être mises en place dans ces pays et qui vont bénéficier nos entreprises et nos banques. Maintenant, une des dimensions importantes quand on pense à la Suisse, c'est la question de la responsabilité de la place financière dans l'appauvrissement de ces pays, en attirant ces capitaux que j'ai mentionnés dans l'introduction, ces grandes fortunes en fait des pays qui vont se retrouver très endettés et qui voient le vent tourner à la fin des années 70 et qui veulent et déposent massivement leur argent dans les coffres suisses. On voit dès 1979, entre 1979 et 1980, les fortunes du Brésil, du Mexique, de l'Argentine et de toute une autre série de pays qui va se retrouver très endettés par la suite. Les montants doublent. C'est énorme comment ça augmente. Et ce même mouvement, il va être observé à la veille de tous les chocs en fait qui vont suivre. Donc entre 1981 et 1982, les fortunes vont aussi doubler.
qui sont en Suisse. Et il faut dire, et je vais vous donner un exemple chiffré, hein, ces données, elles viennent de la Banque nationale suisse, mais ces données, elles sont largement sous-estimées. La Banque nationale suisse, elle nous met à disposition, elle nous communique ce qu'elle veut bien nous communiquer. Par exemple, en 1980, la Banque nationale suisse estime que la fortune brésilienne en Suisse se monte à 2,8 milliards de francs. Mais si on compare avec une enquête de la CIA, donc c'est pas nos camarades qui sont là dans la salle, qui a révélé une liste de 152 noms de hauts fonctionnaires de la junte militaire brésilienne, donc des dictateurs, des ex-présidents, des banquiers centraux, des gouverneurs des États, qui ont caché des comptes en Suisse, qui ont déposé de l'argent ici sur des comptes numérotés. La CIA l'estime à 14 milliards de dollars. Donc c'est une part vraiment énorme de la dette du Brésil et que vous voyez bien que c'est complètement disproportionné par rapport aux montants qui sont annoncés par la Banque nationale suisse. Et à ce moment-là, sous pression du gouvernement suisse qui appelle l'association patronale des banques à démentir, parce que ça fait vraiment beaucoup parler, les banques refusent de démentir en évoquant le respect du secret bancaire, entre autres, en disant ça va créer un précédent, on peut pas faire ça. Si on fait un parallèle avec l'actualité, on voit qu'en fait, cette situation-là, elle n'a pas du tout changé, pas du tout, au contraire. La Suisse, la place financière suisse s'est renforcée, le paradis fiscal suisse aussi s'est renforcé jusqu'aujourd'hui. Et la levée partielle du secret bancaire il y a quelques années en arrière, donc vous êtes peut-être au courant, peut-être non, mais maintenant le secret bancaire a été levé pour les étrangers, mais pas pour les résidents suisses. Donc les banques continuent à contourner cette levée partielle du secret bancaire en poussant les personnes, les bourgeois étrangers à établir des procédures facilitées d'obtention d'un permis de séjour pour pouvoir ensuite s'établir comme résident suisse et profiter du secret bancaire. Donc c'est une question qui est toujours d'actualité, même si ce que je vous dis là, c'est ce qui s'est passé historiquement. Si on revient sur le statut de pays créancier de la Suisse à la Banque mondiale, qu'est-ce que ça a permis de faire? Ça a permis de participer aux négociations sur les dettes et des fois dans un rôle vraiment très important. Je vais vous citer l'exemple de la crise brésilienne en 1983. Fritz Leutwiler, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était à l'époque le président de la Banque nationale suisse, a aussi été le président de la Banque des règlements internationaux, qui est une autre institution financière internationale entre 1982 et 1984, et s'est retrouvé vraiment à piloter les actions de cette institution financière en matière de désendettement, et a donné des crédits d'urgence au pays en attendant que les négociations avec le FMI soient conclues. Et dans ce contexte-là, Fritz Leutwiler a joué un rôle très très important dans la mise sous pression du Brésil, du gouvernement brésilien, pour qu'il cède à une revendication du FMI qui a constitué un vrai bras de fer en 1983, qui était la question de la désindexation des salaires. Donc on voit bien la question de s'attaquer à qui en fait, va souffrir de cette mesure, c'est la population brésilienne. Et cette position de Leutwiler, elle est beaucoup plus facile à comprendre quand on sait que la Suisse est à ce moment-là le troisième plus gros investisseur direct du Brésil et que Leutwiler, il est en même temps président et membre des conseils d'administration de Nestlé, de ABB, de l'actuel Novartis, à l'époque Ciba-Geigy. On sait que en fait, les intérêts qu'il défend sont ceux de l'économie et c'est de loin pas ceux de la population. Ce monsieur a aussi été conseiller de Margaret Thatcher, donc c'est pas n'importe qui. Et il a aussi, quand il a quitté sa présidence à la Banque des règlements internationaux, été nommé comme médiateur de la dette sud-africaine. Donc là, on voit aussi cette reconnaissance de la Suisse et ce statut d'indépendance que ça permet de pas être dans les institutions financières internationales, d'être une personnalité importante qui incarne la success story de la place financière suisse, de la politique monétaire suisse qui a été un exemple à l'international et d'être neutre en fait sur le papier, disons. L'autre exemple, et je vais terminer sur cet exemple-là, que j'aimerais vous donner, c'est la dette de la Turquie.
Pourquoi je m'intéresse à la dette de la Turquie? Parce que la Turquie est connue comme étant un laboratoire d'expérimentation des politiques néolibérales des institutions financières internationales. Donc, c'était un programme d'ajustement structurel est vraiment mythique. Et si vous vous intéressez à ça, il y a le livre d'Eric sur la Banque mondiale qui consacre une partie à la manière par laquelle la Banque mondiale a soutenu la dictature en Turquie. Mais là, on est en 1980 et dans le contexte des négociations de l'OCDE, donc c'est encore une autre organisation, la Suisse, les acteurs suisses vont intervenir, mais très fermement, sur 2 points. Donc, l'OCDE va mettre en place une action, ce qu'on appelait une action de sauvetage de l'économie turque, et en parallèle des négociations pour le rééchelonnement des dettes, donc voilà, les échéances, les conditions de remboursement. Et dans le cadre du plan de sauvetage, la Suisse dit « Ok, nous on va participer, mais on va mettre 50 millions sur la table, mais vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec cet argent. Avec cet argent, vous êtes obligés de l'utiliser en achetant des marchandises dans nos entreprises. » Donc, ils ont conditionné leur participation pour défendre précisément les intérêts des industries, l'État suisse, donc les ambassadeurs qui étaient dans ces négociations. Et dans le contexte de la renégociation de la dette, là je parle des dettes commerciales, donc pas des dettes publiques, des dettes privées, les acteurs suisses ont poussé et ont joué un rôle très important à mettre sous pression le gouvernement turc pour qu'il revoie la manière dont il avait prévu d'arranger le remboursement des dettes commerciales. Pourquoi? Parce qu'il fallait précisément défendre de nouveau les intérêts des banques et des entreprises en négociant un arrangement qui soit le plus favorable possible pour les capitalistes suisses. Et cet arrangement, ça a été, et je terminerai là-dessus, la possibilité de convertir les créances ouvertes en investissement direct. Ça veut dire concrètement que si une entreprise turque a emprunté de l'argent à un créancier suisse, il peut, au lieu de rembourser, convertir cet argent en des parts de l'entreprise. Et ça a eu un effet très important, c'est que dès l'année suivante, dès le premier semestre, la Suisse est devenue le premier investisseur direct de la Turquie. Donc, les créanciers suisses ont saisi cette opportunité. On voit bien là deux choses pour la conclusion. La première, c'est que la Suisse ne participe pas à ce type d'initiative par solidarité, ne participe pas par volonté de réduire la dette, de soulager les populations qui souffrent de l'endettement, mais elle participe bel et bien pour la simple bonne raison qu'il faut approfondir le processus d'expansion économique et financière dans ces pays, qui était déjà bien entamé avant le déclenchement de la crise de la dette, mais c'est une logique systématique qui est défendue par l'État suisse, donc qui est garant des intérêts des banques et des entreprises et qui agit en tant que tel dans le cadre de ces négociations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriela. Éric Toussaint, je vous passe la parole. Prends ça, celui-là, ou lequel? Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien réveillés. Ryan a annoncé que j'allais parler de la nouvelle crise de la dette. Je voulais aborder la nouvelle crise de la dette et des définitions concernant qu'est-ce qu'une dette illégitime, odieuse, illégale, insoutenable. Et je me suis dit qu'au niveau du timing, ça valait mieux commencer par ça, par des définitions. Et puis on verra bien s'il reste du temps pour aborder la nouvelle crise de la dette. Donc, quelques définitions. Une dette illégitime, c'est une dette accumulée par un pays pour satisfaire les intérêts d'une minorité privilégiée. Oui? D'accord? En fait, j'ai assez de voix pour me passer de ça, mais je suppose que vous en avez besoin pour... D'accord. OK. On pourrait donner comme exemple les fonds publics utilisés pour sauver les banques
dans le cadre de la crise bancaire internationale de 2008. L'argent public en Suisse utilisé pour sauver UBS après cette crise de 2008, mais ça a touché énormément de pays d'Europe qui, pour sauver les grands actionnaires des banques, ont injecté dans le capital de ces institutions financières afin d'éviter la faillite ou pour redresser leurs finances, qui ont injecté énormément de fonds publics et ensuite utilisent l'argument du montant très élevé de la dette publique. Là, ça ne touche pas directement la Suisse nécessairement, ça touche plus des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, Chypre, l'Irlande, la Belgique, qui utilisent le ratio dette publique par rapport au produit intérieur brut pour dire on a dépassé les limites de ce qui est raisonnable comme dette publique, il faut absolument imposer l'austérité et dans certains cas de véritables programmes d'ajustement structurel. Et donc dans ce cas de figure, nous remettons en cause la légitimité des dettes parce qu'elles ont été accumulées pour satisfaire les intérêts d'une minorité privilégiée. Qu'est-ce qu'une dette odieuse? Alors, une dette odieuse, selon la définition de la doctrine de la dette odieuse, qui a été rendue publique en 1927 par un juriste russe qui s'appelait Alexander Naum Sak, selon cette doctrine, une dette odieuse, c'est une dette publique qui a été accumulée contre l'intérêt de la population, de l'État ou de la nation. Premier critère, donc une dette contractée contre l'intérêt de la population, de la nation ou de l'État. Deuxième critère pour définir une dette comme odieuse, les créanciers ne peuvent pas prétendre qu'ils ne pouvaient pas savoir que les prêts qu'ils octroyaient allaient servir des intérêts contraires et des projets contraires aux intérêts de la population, de la nation ou de l'État. Et au cas où ces créanciers contestent leur responsabilité, c'est à eux de faire la démonstration qu'ils ne savaient pas ou qu'ils ne pouvaient pas savoir. Cette doctrine de la dette odieuse, elle est élaborée par un juriste conservateur. Il avait été professeur de droit à Saint-Pétersbourg sous le régime tsariste. Il a été traumatisé par la révolution russe de 1917. Il s'est exilé dans les républiques baltes et puis à Paris. Et pour essayer de, on va dire, dépasser son traumatisme, il a analysé 2 siècles de litiges sur les dettes souveraines, en commençant par ce qui s'est passé pendant la Révolution française, puis les indépendances latino-américaines des années 1820 et tout ce qui s'est passé au cours du 19e siècle jusqu'au moment où il écrit sa doctrine. Et donc il y a toute une série là d'exemples de répudiation de dettes qui interviennent pour régler des litiges autour de dettes souveraines, des répudiations de dettes, c'est-à-dire la décision d'un État de déclarer nulle la dette qu'on lui réclame, notamment en disant cette dette qu'on me réclame est odieuse, et parce qu'elle est odieuse, elle est nulle. Ce juriste dit, il y a un principe général de droit qui est malgré un changement de régime, les obligations des régimes, les obligations contractées par le régime antérieur au nouveau régime, les obligations contractées par le régime antérieur, doivent être prises par le nouveau régime. Mais il dit, il y a une exception à ce principe de droit, c'est si on peut démontrer que la dette qu'on réclame au pays et donc au nouveau gouvernement, au nouveau régime, est odieuse. Et il dit ça, pas de gaieté de cœur, parce qu'il a plutôt son cœur est plutôt du côté des financiers, mais il leur dit, écoutez, il y a une telle quantité de répudiation de dette
qui sont intervenus au cours de l'histoire, que vous avez intérêt à savoir, lorsque vous prêtez de l'argent, que ce que vous prêtez pourrait être considéré comme odieux et donc pourrait faire l'objet d'une répudiation. Donc au cours de l'histoire, il y a toute une série de répudiations. Il y a en 1797 la France républicaine qui décide de répudier 2/3 de la dette contractée par la monarchie avant son renversement en 1789. Il y a aux États-Unis 4 États en 1837 qui, suite à des rébellions populaires, décident de répudier des dettes. Tout ça, on a parlé de mon livre sur la Banque mondiale, mais tout ça est analysé dans ce livre qui s'appelle Le système dette, histoire des dettes souveraines et de leur répudiation. En 1837, donc un certain nombre d'États des États-Unis voient leur population se révolter parce que leur gouvernement local remboursait des dettes pour la construction de chemins de fer qui n'avaient pas été construits, pour des prêts à des banquiers qui allaient financer des infrastructures qui n'ont pas été réalisées. Et donc les citoyens, ne voulant pas que leurs impôts servent à rembourser des dettes odieuses, se sont révoltés et les nouveaux gouverneurs ont décrété le caractère odieux et nul de ces dettes. Le Mexique a répudié sa dette en 1861. Là, la Suisse intervient dans cette histoire parce que une partie de la dette que le Mexique répudie était due à un banquier suisse qui a cherché à obtenir la nationalité française, profitant du fait que Napoléon III cherchait à transformer le Mexique en une colonie française. Et pour que Napoléon III ait un prétexte pour envahir le Mexique et imposer, vous avez peut-être en tête un prince autrichien, Maximilien d'Autriche, à la tête du pays, Maximilien d'Autriche proclamé empereur du Mexique. Napoléon III a utilisé le prétexte du fait que ce banquier était en réalité français, parce qu'il lui a octroyé la nationalité française, et a donc trouvé un argument de droit pour dire que pour restaurer les droits d'un citoyen français créancier du Mexique, il pouvait envoyer un corps expéditionnaire de 35 000 soldats pour faire droit à ce banquier. Je détaille aussi cela dans mon livre. Finalement, le Mexique triomphe du corps expéditionnaire français et répudie une nouvelle fois sa dette en 1867. Et puis il y aura une nouvelle répudiation par le Mexique dans les années 1910 au cours de la Révolution mexicaine qui aboutira à une solution tout à fait positive pour le Mexique en 1943 avec une annulation de dette de 90% de celle-ci. Il faut aussi penser à la répudiation de la dette par la Russie soviétique en février 1918, qui était aussi une grande victoire, parce que alors que la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon réclamaient les dettes, les crédits que les banquiers de ces pays avaient prêtés au tsar, finalement, la Russie, en répudiant, réussit à se libérer de ce fardeau et obtient que les puissances qui l'avaient agressé en 1900, après cette annulation, en 1919-20, obtient que, par la suite, que ces puissances reconnaissent l'Union soviétique et reprêtent de l'argent à l'Union soviétique, alors que celle-ci avait répudié purement et simplement toutes les dettes contractées par le tsar et par le gouvernement de Kerensky qui lui avait succédé entre février 1917 et octobre 1917. Il y a une répudiation de dette par le Costa Rica en 1919. Alors si on prend en compte ce qui s'est passé après
l'élaboration de la doctrine de la dette odieuse par SAC, on peut citer la répudiation des dettes par la Chine lors de la victoire de la Révolution en 1949, la répudiation des dettes par Cuba en 1959 lors du triomphe de la Révolution, la répudiation des dettes par le régime révolutionnaire algérien en 62 lors de la conquête de l'indépendance par rapport à la France. Et alors, si on voulait arriver dans une période plus récente, on pourrait parler de répudiation de dettes victorieuses par l'Équateur en 2007-2009, j'en dirai quelques mots, et par l'Islande en 2008-2009. Donc, je reviens, j'en étais aux définitions, j'ai dit dette illégitime, dette odieuse, c'est une dette contractée contre l'intérêt de la nation, de l'État ou de la population, et les créanciers ont fait preuve de complicité et ne sont pas en mesure de démontrer qu'ils ne pouvaient pas savoir. Je pourrais vous citer encore 2 exemples dans la catégorie de dettes odieuses, mais là, c'est pas des répudiations, c'est des annulations. Annulation, répudiation, c'est dans le traité de Versailles, signé en juin 1919. Les signataires du traité disent la dette contractée par l'Allemagne pour coloniser la Pologne sont considérées comme odieuses et nulles. Donc les créanciers de l'Allemagne pour les prêts que l'Allemagne a réalisés dans les territoires que l'Allemagne contrôlait en Pologne, ces créanciers ne peuvent s'en prendre qu'au régime déchu du Kaiser vaincu à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et dans le même traité de Versailles, il est indiqué que les dettes contractées par l'Empire allemand pour coloniser ces territoires d'Afrique ne peuvent pas être réclamées aux populations africaines de ces territoires, car elles sont odieuses, et du coup, elles passent sous le protectorat de pays de la Société des Nations. Bon, ça c'est pour la définition de la dette odieuse. Et je viendrai à la question de est-ce qu'il y a des dettes odieuses aujourd'hui de cette nature-là, et je donnerai quelques exemples. Mais je continue dans mes définitions. Dette illégale. Qu'est-ce que c'est une dette illégale? Par exemple, si on analyse des dettes de municipalités ou d'institutions publiques au cours d'un exercice d'audit citoyen, si on se rend compte que la municipalité a contracté des constructeurs de BTP sans respecter l'appel d'offres, s'il y a eu corruption de fonctionnaires pour gagner un contrat de construction ayant été financé par de la dette et ayant augmenté la dette d'une municipalité, on peut parler de dette illégale, c'est-à-dire de dette contractée en violation du droit en vigueur dans le pays. On pourrait aussi parler de dette illégale au niveau international et considérer que des dettes qui violent les pactes internationaux, des dettes qui sont octroyées à la condition de réaliser des politiques qui violent les pactes internationaux, sont elles-mêmes des dettes illégales. Donc dans ce cas-là, elles sont odieuses, elles sont illégitimes et elles sont également illégales aux yeux du droit international aujourd'hui. Et puis il y a la notion de dette insoutenable. Selon le FMI et la Banque mondiale, la dette insoutenable, c'est une dette qui n'est pas financièrement remboursable dans les circonstances dans lesquelles le pays se trouve. Et le niveau d'insoutenabilité est défini par un ratio entre le taux d'endettement par rapport au produit intérieur brut. Mais pour nous, une dette insoutenable, nous lui donnons une autre définition, c'est la définition suivante. C'est une dette dont le remboursement rend impossible de la part du gouvernement du pays concerné de garantir aux citoyens et aux citoyennes du pays le bénéfice de
droits humains fondamentaux comme droit à la scolarité, à la sécurité, à la santé publique de qualité, etc. Et donc, dans les 3 premières catégories de dettes, on peut dire que ces dettes sont odieuses ou est illégitimes ou est illégales dès le moment où elles sont contractées, parce qu'elles sont contractées pour mener des politiques contraires à l'intérêt de la population. Dans le cas d'une dette insoutenable, il peut s'agir de dettes légitimes, légales, mais qui, vu un changement fondamental de circonstances, font que leur remboursement est insoutenable. Je donnerai quelques exemples. Il me reste combien de temps, là, pour que je gère correctement? Une dizaine de minutes. Alors, est-ce qu'il y a des dettes odieuses qu'on peut identifier dans les 15 ou 20 dernières années? Ben oui. Vous savez peut-être que j'ai coordonné les travaux de la commission d'audit de la dette grecque à la demande de la présidente du Parlement grec en 2015. Nous avons réalisé un audit des dettes réclamées à la Grèce avec une équipe d'une quinzaine d'experts et d'expertes étrangères et 15 personnes de Grèce déléguées par des mouvements sociaux, par les mouvements féministes, par des coopératives de pharmacie populaire, etc., qui étaient en mesure de juger les effets des politiques dictées à la Grèce depuis 2010 dans le cadre du premier mémorandum de 2010 imposé par la Troïka constituée par le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne, et puis le deuxième mémorandum à partir de mars 2012. Et nous avons conclu nos travaux après 2 mois et demi d'analyse et après avoir défini des termes de référence et après nous être mis d'accord sur ce qui était dette odieuse, dette illégitime, dette insoutenable, dette illégale, nous avons conclu que toute la dette réclamée par la Troïka à la Grèce, et ça représentait 85% de la dette réclamée à la Grèce à ce moment-là, que toute cette dette était de nature odieuse, illégitime, insoutenable et illégale. Et en démontrant cela dans un rapport de plus d'une centaine de pages qui est tout à fait accessible sur le site du CADTM en français et en anglais et en espagnol. Il était avant sur le site du Parlement grec, mais lorsque la Grèce de Tsipras a capitulé et qu'on a remplacé la présidente du Parlement grec par un nouveau président tout à fait docile aux ordres de la Troïka, on a fait disparaître du site du Parlement grec les résultats de nos travaux. Mais donc, dans le cas de la Grèce, il y avait bien une dette odieuse réclamée au pays. Les conditions fixées par les créanciers, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne sous Mario Draghi, d'abord sous Trichet, puis Mario Draghi, et la Commission européenne à ce moment-là, au début dirigée par Barroso et puis dirigée par Juncker, les conditionnalités fixées par les créanciers, qui impliquaient de réduire les salaires de 25%, les retraites de 30 à 40%, de fermer des lits d'hôpitaux massivement, tout ça constituait des violations des droits économiques, sociaux et culturels de la population grecque, se sont faits en violation de la constitution grecque qui impliquait que tout traité international signé par la Grèce et les traités liés à la dette étaient des traités internationaux. Tout traité international signé par la Grèce devait être délibéré par
le Parlement grec et n'avait pas été délibéré par le Parlement grec, donc la constitution grecque avait été violée. Et la constitution du FMI avait été également violée parce que la constitution du FMI dit qu'un prêt ne peut être octroyé par le FMI à un pays que si, en octroyant ce prêt, le niveau de dette devient soutenable du point de vue des critères du FMI. Là, les critères financiers, le ratio dette par rapport au PIB et le ratio revenu de l'État par rapport au service de la dette. Et le FMI, en prêtant à la Grèce 30 milliards en 2010, faisant passer la dette publique grecque de 100% du PIB à 180% du PIB, évidemment, en faisant cela, il ne pouvaient pas prétendre qu'ils rendaient soutenable le paiement de cette dette puisqu'ils explosaient littéralement la Grèce. Donc, c'est toute une série de données et d'arguments qui prouvent le caractère odieux de la dette grecque. Un autre exemple récent, c'est la dette de l'Argentine à l'égard du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale, là j'ouvre une parenthèse dans le temps, dans mon livre Banque mondiale, une histoire critique, publié en 2022, je montre que toutes, ou à peu près toutes les dictatures de l'après-Seconde Guerre mondiale ont été soutenues par la Banque mondiale et le FMI. Quand la Banque mondiale, y compris, n'était pas directement impliquée dans le coût. C'est-à-dire, ils ont soutenu toutes les dictatures et très souvent, ils étaient impliqués, ils accompagnaient directement les putschistes, renversant le régime constitutionnel, l'accompagnant, c'est-à-dire le finançant, lui ouvrant des financements, lui permettant de tenir la situation en main. Donc c'est le cas de Mossadegh renversé en 1953 en Iran au profit de la restauration du régime du Shah d'Iran. C'est le renversement de Jacobo Arbenz en 1954 au Guatemala parce qu'il voulait réaliser une réforme agraire. Et donc la liste est... vous essayez d'établir une liste de toutes les dictatures depuis 1944 et vous essayez de voir si la Banque mondiale et le FMI y étaient impliqués et effectivement, ils y sont et c'est ce que je démontre notamment dans mon livre. Dans le cas de l'Argentine, le FMI et la Banque mondiale avaient soutenu immédiatement le putsch de mars 1976 et l'arrivée au pouvoir de la junte militaire du général Videla. Mais si on prend la période beaucoup plus récente, en 2018, Trump était président des États-Unis et il avait en Argentine un président argentin qui s'appelait Mauricio Macri, qui était en difficulté économique et qui allait devoir affronter en 2019 des élections qu'il risquait de perdre. Et Macri a obtenu de Trump qu'il convainque le FMI d'octroyer un prêt de 45 milliards à l'Argentine. C'était le prêt le plus élevé octroyé par le FMI dans toute son histoire. 45 milliards d'un coup. En fait, 53 milliards, mais dont 45 milliards ont été déboursés. Et donc là, la société civile, les mouvements syndicaux, le CADTM et ATTAC en Argentine ont dénoncé ça comme une dette odieuse, une dette contractée par un régime néolibéral au bord de la faillite économique pour mener des politiques néolibérales dures. Ça a été suivi alors par la victoire d'un gouvernement progressiste, entre guillemets, péroniste, qui n'a pas eu le courage de remettre en cause le caractère odieux de la dette liée au prêt du FMI et qui a capitulé devant le FMI et qui, en 2022, a redemandé un crédit de 45 milliards au FMI, donc en 2022, pour pouvoir rembourser le crédit de 45 milliards de 2018. Donc, de nouveau, à nos yeux,
un crédit odieux appliqué contre l'intérêt de la population, provoquant un tel désenchantement de la population que cette population a fini par élire en 2023 Javier Milei, qui est la version la plus aberrante, la plus droitière, fascisante d'un chef d'État, même si Trump est pas loin d'atteindre aussi son niveau d'insoutenabilité par rapport au respect des droits humains. Donc ça, c'est un autre exemple récent. On pourrait parler de la dette de la Tunisie après la chute de Ben Ali, comme d'une dette odieuse, donc après 2011. On pourrait parler aujourd'hui de la dette de l'Ukraine. L'Ukraine doit 15 milliards au FMI et à la Banque mondiale, et le FMI et la Banque mondiale ont été systématiquement des prêteurs des régimes depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991-92. L'Ukraine est née sans dette à l'égard des autres composantes de l'ex-Union soviétique et s'est endettée à l'égard du FMI et de la Banque mondiale à la condition d'appliquer des politiques de choc qui ont détruit le patrimoine national, renforcé les oligarchies, etc., qui ont remis en cause toute une série de droits fondamentaux. Et on pourrait dire, je vais conclure, que les dettes justement réclamées par le FMI et la Banque mondiale à l'Ukraine sont aussi de nature odieuse. Et donc, juste de dire, on pourra revenir dans la discussion, que y compris récemment, parce que je vous ai donné des exemples du 19e siècle et du 20e siècle en termes de répudiation de dette, mais si on parle de ce qui s'est passé en positif en 2007, 2008, 2009 en Équateur ou en Islande avec de puissantes mobilisations populaires en 2008, 2009, 2010, on a des exemples récents d'États, y compris d'États relativement faibles, capables d'imposer une victoire, d'imposer une défaite à leurs créanciers et donc capables d'engranger une victoire pour la population locale, mais on y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Eric. Scarlett, pour la dernière partie. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Scarlett. Je suis roumaine, mais j'habite en France pour l'instant. Et c'est pour ça que je parle français, donc ça va être un français de France. Et je sais que je fais des erreurs grammaticales, donc je m'excuse en avance. Et oui, je suis part d'un mouvement qui s'appelle Dette pour le climat, qui était initié et dirigé par les Sud Global. Et on essaye de construire pouvoir populaire en unissant le syndicat, les mouvements climatiques, les mouvements sociaux, les féministes, les peuples autochtones, les indigènes, des groupes religieux aussi, pour annuler la dette illégitime des pays du Sud global. Pour nous, la dette est une relation de pouvoir et profit, et un instrument de chantage. C'est une continuation du colonialisme. Nous, on ne parle pas beaucoup de néocolonialisme parce que pour nous, le colonialisme n'était jamais fini. Et c'est un piège. Et enfin, c'est l'exploitation. Et je vais approfondir un peu plus cette part. Alors, cette part, on va avoir des chiffres, donc préparez-vous. Dans l'une de ses études, Jason Hickel, un anthropologue économique, fournit quelques calculs. Ils disent qu'entre 1995 et 2015, le Nord global a pris au Sud global 12 milliards de tonnes de métiers primes, 822 millions d'hectares de terre. Pour mettre en référence, c'est presque la taille de Russie. 198 millions d'équivalents personnes par an de main-d'œuvre. À titre de comparaison,
imaginez-vous que toute la population de Colombie et du Democratic Republic of Congo, DRC, Congo, travaille, toute la population, on parle des enfants, toute la population travaille pour le Nord global. Aussi, ils disent que le Nord global a pris 392 milliards d'heures de travail et aussi 22,8 billions de dollars américains. Donc, c'est énorme. Et c'est ça que Thomas Sankara, le ex-président du Burkina Faso, a souligné dans son discours. Et quelques jours après ce discours, il était assassiné. Alors, le Nord mondial draine du Sud des produits de base d'une valeur de 2200 milliards de dollars par an. À titre de comparaison, cette somme suffira à mettre fin à l'extrême pauvreté 15 fois. Tant que la dette existe, l'exploitation, l'extractivisme et le capitalisme ne vont pas s'arrêter, ne tomberont pas. Je vais vous donner quelques exemples de cas où les créanciers ont forcé les pays du Sud à exploiter leurs ressources pour payer leurs dettes ou leurs intérêts. Mais on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais que c'est plutôt une discussion. Mais si vous êtes intéressé, nous pouvons partager cette recherche avec vous et on va aussi le publier sur notre site web. Le Sénégal a été mis sous pression par la Banque mondiale pour s'ouvrir à plus d'extraction de pétrole et de gaz par des entreprises australiennes, américaines ou britanniques. Des récentes négociations ont donné aux créanciers le droit à 30% des revenus pétroliers du Suriname grâce à une restructuration de dettes qui a été finalisée en 2023. L'Équateur planifiait à doubler sa production de pétrole entre les années 2022 et 2025 afin de payer sa dette extérieure. Le FMI a poussé l'Argentine à permettre à des entreprises européennes et américaines de faire du fracking à Vaca Muerta, négligeant la grosse mobilisation et opposition des communautés indigènes et autochtones. Le FMI a présenté l'extraction du charbon et du gaz comme une solution à la crise de la dette et au déstress climatique du Mozambique. Si un pays tente d'annuler des projets pétroliers, et j'espère que je traduis bien ça, règlement des différents investisseurs États pourra lui coûter des milliards, accélérant ainsi l'endettement du pays. Du coup, si un gouvernement décide d'arrêter un projet de pétrole, de gaz, d'extractivisme, la compagnie peut le mettre au tribunal et le gouvernement doit payer. Et dernier exemple, entre 2015, année de la signature du accord de Paris, et 2021, le FMI a approuvé ou directement soutenu l'expansion d'infrastructures pétrolières dans 105 pays. Alors, l'annulation des dettes du pays du Sud a sens sur plusieurs niveaux. Nous avons des ressources d'une valeur de plusieurs milliards de dollars qui se retrouvent dans le sol de ce pays, ainsi qu'une dette de plusieurs milliards de dollars que ces pays doivent au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, à BlackRock, à Paris Club et d'autres investisseurs privés. Et au nom de cette dette, ces pays, par la biais qui s'appelle la diplomatie du pillage de la dette, moi j'appelle ça chantage, sont forcés d'accepter davantage de projets extractivistes qui profitent aux entreprises et aux personnes déjà follement riches. Et il ne s'agit pas seulement des pays du Sud, ce sont les mêmes personnes, le même pouvoir concentré et les mêmes institutions qui exploitent les travailleuses et la population d'ici.
Il s'agit d'entreprises qui réalisent des profits records du système financier colonialiste qui appauvrit les jeunes et du 1% de riches qui est responsable de 2 fois plus l'émission que 50% des personnes les plus pauvres du monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons nous mobiliser. Nous devons faire front commun ici, dans le Nord global, pour soutenir le front uni qui prend de l'ampleur dans le Sud. Et tant que d'être pour le climat, nous lançons un appel à la mobilisation mondiale autour de 2 événements cette année. L'un de ces événements, c'est financement pour développement qui aura lieu à Séville cet été. Pourquoi c'est important de se mobiliser pour cet événement, pour cette conférence? Parce que dans ce cadre de processus qui est sous l'égide des Nations Unies, il est prévu de restructurer l'architecture financière et l'un des principaux sujets à l'ordre du jour politique est l'échange de dettes. Et ça, c'est le rôle que Suisse joue dans cette conférence. Et j'espère que tout le monde est d'accord que le changement de dette, c'est une fausse solution, que ça va pas aider. Et en fait, c'est super dangereux pour les pays du Sud. Et la Suisse joue un rôle important à ce regard parce que les banques suisses ont été profondément impliquées dans les échanges de dettes qui ont eu lieu ces dernières années. Mais il y a peu d'informations qui peuvent être trouvées publiquement. Il n'y a pas de transparence. On ne trouve pas qu'est-ce qui se passe exactement, c'est quoi le processus. Toute cette information, c'est très difficile de la trouver. Et le peu qu'on a trouvé ne fait pas vraiment un lien. On pense, mais comme je dis, on n'a pas de preuves qu'il y a un lien entre cette pratique d'acheter des portes et d'avoir accès à l'océan et à la mer. Parce qu'en fait, avec cet échange de dettes, un pays ou une compagnie ou une banque achète la dette, mais à l'échange de ça, reçoit le droit de manager le territoire. Du coup, ça devient propriété privée d'une banque, d'un État, d'une compagnie. Et c'est ça qui est le plus grave avec les changements de dette. Et aussi, ça légitime le dette. Parce qu'il n'y a pas un processus d'audit, du coup, oui, on va juste acheter ces dettes, mais la plupart des dettes sont illégales. Et notre deuxième mobilisation mondiale a lieu autour de la COP30. À Biayala, nous organisons la caravane mésoamericana qui rassemblera des mouvements et des collectifs à Belém. Une caravane similaire partira de New York et d'Europe. Un groupe voyagera par bateau. Et en Afrique, nous organisons de nombreuses actions décentralisées tout au long de l'année et les nations africaines réclament clairement une convention des Nations Unies sur la dette. Et avec notre camarade du CADTM, nous préparons une campagne pour réclamer des audits de la dette, un processus populaire essentiel à l'annulation des dettes. Et nous sommes en train de discuter l'organisation d'une anti-COP ici en Europe qui va être, ça va être comme une réplique du anti-COP qui s'organise en Abiyala. Et pour finir, l'annulation des dettes est possible. Eric nous a déjà donné quelques exemples. Et du coup, je ne vais pas couvrir ça. Et cela a été possible, l'annulation des dettes était possible aussi dans les années 2000, grâce aux campagnes Jubilé 2000 et Jubilé Sur. 130 milliards ont été annulés. Le problème avec cette annulation, c'était que le processus d'audit des dettes n'était pas présent. Du coup, ils ont annulé des dettes qui ont été illégitimes pour commencer. Et c'est possible aujourd'hui avec suffisante pression politique et des pouvoirs populaires. Il est important de soutenir nos camarades du Sud dans leur lutte contre ces systèmes financiers. Et alors, unissons-nous pour annuler les dettes illégitimes. Merci beaucoup, Scarlett.
On va passer à une phase de questions, donc je vais passer dans les rangs en fonction. J'espère que le câble est assez long. Et puis, si vous voulez adresser une question à un des 3 intervenants, intervenantes spécifiques, vous me dites. Alors. Ah, formidable. Plus fort. Vous n'avez pas mentionné les pays qui ont eu une décote sur leur dette. Je pense à l'Irak, notamment aux gros pays de revenus ça veut dire en équipe de bons et moyens services, par exemple, de coopération militaire contre le terrorisme. C'est mieux ça. Merci. Et deuxième question, en fait, vous avez parlé surtout du service de la dette. Et je ne sais pas si on pouvait évoquer le rôle des taux d'intérêt. Pardon, vous avez parlé surtout du principal de la dette. Et si on pouvait évoquer, je vais y arriver, le rôle des taux d'intérêt, donc du service de la dette, comme sur quoi ça alourdit. Et puis, ouais, peut-être un dernier petit truc. On compare toujours la dette avec le PIB. Et qu'est-ce que ça donnerait si... les 2 dernières questions, elles sont pour tout le monde. Qu'est-ce que ça donnerait si on comparait un stock avec un autre stock qui est la valeur des acquisitions? Ça donnerait pas quelque chose de plus intéressant? Merci. On pose toutes les questions d'abord? Ok, 3 à 3. Merci beaucoup c'est vrai qu'on voit que le fric est le nerf de la guerre pour nous défendre, c'est terrible. Mais enfin, je voulais savoir comment ça se passe pour qu'il y ait un audit dans un pays. Qui c'est qui doit le demander? Quels sont les moyens de pression à part la rue que nous on en fait partie? Est-ce qu'il y a les Nations Unies? Est-ce qu'il y a d'autres canaux? Comment ça se passe? Merci. Ce sera court. Je me demandais, on a parlé de dette illégitime, illégale, odieuse, etc. Moi, je me demande, dans le fond, quand est-ce qu'une dette est légitime? Qu'est-ce que cache la dette? Vous pouvez répondre. Oui. Qui commence? Moi. Donc, oui, j'ai abordé des répudiations de dettes, donc des pays qui décident eux-mêmes de déclarer nulles les dettes qu'on leur réclame. Mais il y a toute une série d'annulations de dettes. Donc, l'Allemagne, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, divisée en 2, l'Allemagne occidentale a reçu une réduction de 65% de sa dette à l'accord de Londres de février 1953, parce que les créanciers post Deuxième Guerre mondiale de l'Allemagne voulaient absolument que l'Allemagne soit stabilisée face au bloc dit du socialisme réel. Quand la Pologne a quitté le pacte de Varsovie, on a réduit 50% de sa dette. Quand l'Égypte a soutenu la première intervention de Bush père en Irak, là, l'Égypte a vu 50% de sa dette réduite. Quand l'Irak a été envahi par les États-Unis et ses alliés à partir de mars 2003, les nouvelles autorités irakiennes, mais qui étaient en fait des Nord-Américains placés là pour gérer les actifs irakiens, la dette de l'Irak a été annulée de 80%. Donc, il y a, dans toute une série de circonstances, des annulations de dettes qui interviennent pour récompenser, je pense que tu l'as dit toi-même, le bon comportement
d'alliés stratégiques à un moment donné des puissances créancières. Et donc, j'ai pas repris ces exemples-là parce que, pour moi, c'est une autre catégorie que les répudiations de dette. Mais elles sont quand même utiles parce que ça montre qu'on peut annuler des quantités très importantes de dettes si on le veut. Et c'est aussi des exemples utiles parce que, par exemple, les États-Unis, quand ils ont envahi l'Irak, 10 jours après l'invasion, ont convoqué à Washington une réunion des ministres des Finances du G8, puisque le G8 fonctionnait encore avec Poutine à ce moment-là. Les Américains ont dit la dette réclamée à l'Irak est une dette odieuse parce que le régime de Saddam Hussein était odieux et donc une dette odieuse est nulle. Donc c'est utile pour nous ces exemples-là parce qu'on peut dire si dans ce cas-là c'était une dette odieuse, il y a d'autres dettes odieuses évidemment. La dette, par exemple, à la fin du régime de l'apartheid en Afrique du Sud était typiquement aussi une dette odieuse, mais il se fait que celle-là on n'a pas annulée. Alors les taux d'intérêt, c'est la deuxième question. Oui, c'est très important. L'évolution des taux d'intérêt. Et donc, je n'ai pas eu le temps de parler de la nouvelle crise de la dette qui est en cours. Il y a une nouvelle crise internationale de la dette qui est en cours depuis 2020-2022, suite à une série de chocs externes. Premier choc externe, la pandémie du coronavirus qui a touché directement toute une série de pays du Sud global, qui, vous savez comme moi que la pandémie n'a pas commencé dans le Sud, mais en Chine, puis s'est déplacée vers l'Europe, puis l'Amérique du Nord, et seulement à partir de là, vers les pays du Sud. Ça a constitué un choc, puisque par exemple des pays qui dépendaient essentiellement du tourisme ont vu le tourisme s'arrêter totalement. C'est le cas du Sri Lanka ou de Cuba, qui sont entrés dans une crise très importante de la dette à partir de 2020, ou une nouvelle crise de la dette. Et puis il y a eu les effets de l'invasion de l'Ukraine sur les prix des aliments, en particulier des céréales, on en a parlé hier, et des combustibles, qui ont augmenté très fortement la facture d'importation de toute une série de pays. Et encore là, le Sri Lanka est un bon exemple, mais l'Égypte, la Tunisie, le Sénégal ont été confrontés à ça et ont été incapables de faire face à l'augmentation de leur facture d'importation de nourriture et de combustible. Et puis, j'en viens au taux d'intérêt, à partir de février-mars 2022, les banques centrales des principales puissances impérialistes, donc la BCE, la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, sont passées du quantitative easing au quantitative tightening, c'est-à-dire de taux d'intérêt de 0% à maintenant des taux d'intérêt de 4 à 5%. Et cette augmentation des taux d'intérêt décidée unilatéralement par ces banques centrales a tout de suite eu un effet sur les dettes, sur les montants remboursés par les pays du Sud, parce que les emprunts des pays du Sud sont généralement à taux variable, indexés sur les taux d'intérêt du Nord. Et que aussi, à l'échéance d'un remboursement, donc des titres qui étaient émis en 2018, qui venaient à échéance en 2022, et qu'il fallait refinancer en empruntant de nouveau pour pouvoir continuer à rembourser les dettes anciennes, mais ces nouveaux titres devaient promettre aux créanciers des intérêts de 6, 7, 9, 10% pour les attirer dorénavant, ce qui n'était pas le cas avant 2022, ce qui est ces 4 facteurs, si vous voulez. 1, les effets de la pandémie. 2, les 2 effets de la guerre provoqués par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et ensuite, 4e, l'augmentation des taux d'intérêt décidés unilatéralement par les banques centrales du Nord provoque une nouvelle crise généralisée de la dette. Et là,
pour moi, là, les pays du Sud pourraient invoquer l'argument de il y a un changement fondamental de circonstances par rapport au moment où ils ont contracté des dettes, peu importe qu'elles soient légitimes ou pas, ces dettes, le changement fondamental de circonstances rend insoutenable la poursuite du remboursement de cette dette et donc un moratoire devrait pouvoir être déclaré, une suspension de paiement de la dette pour réorienter les dépenses vers les besoins des populations et notamment la lutte contre la crise écologique et le changement climatique. Il y avait une sous-question, j'ai oublié, que vous avez posée, je crois. Sur le PIB. Ah oui, oui, mais bien sûr, ça, on remet en cause ce critère ratio de la dette publique par rapport au PIB, donc un stock de dette par rapport à un flux, qui est le PIB. On remet en cause la valeur de ça, il faut employer d'autres critères, mais en même temps, comme toutes les statistiques sont publiées sur cette base-là, je veux dire, pour évaluer la situation d'un pays, ça reste pour nous un critère qui, même étant discutable, est un critère parce que ça permet de comparer la situation d'il y a 10 ans à la situation présente. Mais il faut utiliser d'autres critères. Pour nous, le critère, c'est quel est le montant des revenus de l'État et quelle partie de ces revenus de l'État va au service de la dette, au remboursement de la dette, soit des intérêts et du capital. Et en comparant cela à d'autres postes, c'est-à-dire quel pourcentage des rentrées de l'État vont à la santé publique, à l'éducation, à la sécurité, etc. À la lutte contre le changement climatique. Donc pour nous, c'est les bons critères à utiliser. Comment cela se passe pour qu'il y ait un audit? En fait, ça part... si on veut un audit à participation citoyenne, ça implique une forte pression citoyenne. Dans l'exemple de l'Équateur, où le CADTM a été directement impliqué, en fait, tout le travail a commencé en 1999 par une campagne où on a essayé de montrer à la population de l'Équateur, et on avait donc des partenaires en Équateur, un cas concret de dette illégitime. Il s'agissait de bateaux de pêche vendus par la Norvège à l'Équateur. Et on a pris cet exemple-là parce que on avait les photos des bateaux, 5 bateaux de pêche vendus à l'Équateur par la Norvège, et on avait la preuve que ces bateaux de pêche servaient pas à pêcher, mais à transporter des bananes du principal capitaliste local, Noboa, papa du président actuel de l'Équateur. Et donc on a démontré que l'Équateur remboursait des bateaux de pêche qui n'avaient pas servi à pêcher, que ces bateaux de pêche, on les avait achetés parce que ça renvoie un peu à ce que disait Gabriela dans la politique de la Suisse. La Norvège vivait une crise de ses chantiers navals et voulait absolument fourguer des bateaux de pêche à un maximum de pays du Sud sous forme de crédit. Donc, c'était en fait un crédit du gouvernement norvégien à sa propre production industrielle de bateaux de pêche. Et les pays continuaient à rembourser ces bateaux de pêche qui ne servaient pas à la pêche. Et donc, on a fait une campagne ciblée là-dessus, à l'égard de la population équatorienne et norvégienne. Et ça a eu un impact significatif au point qu'en 2006, le gouvernement de la Norvège, qui est un gouvernement vaguement social-démocrate, a, sous les effets de cette campagne qu'on menait à l'égard de 5 pays, parce que la Norvège avait vendu à 5 pays différents ses bateaux de pêche, le gouvernement a reconnu qu'effectivement, il y avait de très graves problèmes à l'égard de
de ce contrat et le gouvernement a décidé unilatéralement de renoncer au remboursement qu'il réclamait aux 5 pays à qui il avait livré des bateaux de pêche. Donc c'était une première victoire. Dans le même temps, fait campagne électorale un jeune économiste, Rafael Correa, en Équateur, et il est élu fin 2006. Et il promet, s'il est élu, de réaliser un audit de la dette. Et lorsqu'il devient président, il prend comme ministre des Finances l'animateur principal, Ricardo Patiño, de la campagne pour l'annulation de la dette de l'Équateur. C'était pas un économiste, c'est pas quelqu'un qui venait du FMI et de la Banque mondiale, c'était un enseignant qui luttait contre le paiement des dettes illégitimes. Donc il avait un profil très différent. Donc il a été intégré dans le gouvernement équatorien des éléments des mouvements sociaux qui poussaient pour un audit de la dette. Et dès qu'il a pris ses fonctions, il a demandé au mouvement anti-dette d'élaborer un projet de décret présidentiel instituant une commission d'audit de la dette à participation citoyenne. Et moi-même, j'ai été invité en avril 2007 à collaborer à la rédaction du décret que le président Correa allait instituer à partir de juillet 2007 et à laquelle j'ai participé. Donc ça, c'est un exemple. Pour qu'il y ait un audit, il faut une campagne de longue durée, une pression de la base, une relation entre la nouvelle force politique qui arrive au gouvernement et la société civile d'en bas, les mouvements sociaux. C'est ce qui a failli se passer en Grèce en 2015, parce que là, à partir de 2010, quand la Grèce a été sous le programme de la Troïka, ils ont entendu parler de ce qui se passait, de ce qui s'était passé en Équateur et de la victoire de l'Équateur, et donc ils ont été attirés par l'exemple de ce qui s'était passé en Équateur. On a commencé à parler de la nécessité d'une commission d'audit comme en Équateur. On a fait une conférence internationale avec 3000 participants, un appel international, ce qui fait que Syriza, en 2012, a repris dans son programme la revendication de l'audit de la dette avec suspension du paiement de la dette pour arriver à l'annulation de la dette. Et donc en 2015, quand Syriza est arrivé au gouvernement, la présidente du Parlement grec a considéré que, comme c'était dans le programme, ça devait être appliqué. Maintenant, j'explique dans mon livre Capitulation entre adultes que lui, Syriza et Varoufakis avaient une toute autre idée de ce qu'il fallait faire, ne voulait surtout pas un audit à participation citoyenne, même si officiellement ils l'ont appuyé, et pensaient qu'avec des négociations à Bruxelles sans rapport de force et tout en continuant en payant la dette, ils allaient convaincre Juncker, Schäuble, Merkel et autres à être généreux, entre guillemets, à l'égard de la Grèce. Ça n'a pas marché du tout et ça a abouti à la capitulation qu'on connaît. Donc ça, je l'analyse dans le bouquin Capitulation entre adultes. Et donc, ce qu'on a alors essayé avec toute une série de mouvements en 2012-2013, c'est de créer des initiatives d'audit citoyen ici en Europe. Ça a bien marché en Espagne en 2015-2016, quand il y a eu des nouveaux gouvernements municipaux avec la création de Podemos en 2014, une dynamique d'audit citoyen s'est développée. On a réussi ça en Italie aussi en 2014, 15, 16 et notamment à Naples avec un maire qui était ouvert à la question de l'audit et nous a invités pour faire cela. On a eu beaucoup d'échos en France en 2011-2014 avec une centaine de collectifs d'audit citoyens. Là, ça partait vraiment d'en bas, avec un accord entre Attaque France et CADTM et des syndicats. Et maintenant, on essaye de relancer ça. Donc, je termine là-dessus. C'est comme la nouvelle crise de la dette qui affecte le Sud, affecte aussi les pays du Nord maintenant. Tout le monde entend dans les pays, la plupart des pays d'Europe occidentale, le petit discours du gouvernement sur la dette publique a atteint un niveau absolument insoutenable de leur point de vue et donc il faut des coupes budgétaires. Entre-temps,
alors qu'on avait eu le quoi qu'il en coûte pendant la pandémie et que la dette avait fortement augmenté. Maintenant, on va la faire augmenter pour les dépenses militaires, comme vous savez. On ne va pas le compter dans le calcul du déficit public pour justement booster les dépenses d'armement financées par de la dette. Et donc, il est grand temps que dans des pays comme la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et pourquoi pas peut-être la Suisse, une dynamique repart d'en bas d'audit citoyen de la dette à partir des circonstances actuelles, c'est-à-dire quelles sont les dettes réclamées au pays. Oui, bon, j'ai pas beaucoup de choses à ajouter parce que Eric connaît mieux que moi. Mais je voulais juste mentionner que le taux d'intérêt est établi par des compagnies qui viennent du Nord global et que la crise climatique joue un rôle très important parce que dès qu'un pays est plus dans une crise climatique ou dans crise climatique, donc c'est un état de précarité au niveau du climat, l'intérêt va être plus haut. Et aussi, en perspective que plusieurs des dettes ont été déjà payées avec l'intérêt, les taux d'intérêt, mais parce que cette fluctuation existe, ils continuent à payer, ils ont pas fini à payer leurs dettes. Et sur les questions d'audit, on va organiser bientôt avec les camarades de CADTM un atelier en ligne. On va avoir des interprétations en anglais, espagnol et français. Du coup, vous pouvez nous suivre et on fait beaucoup d'éducation populaire parce que c'est pas un sujet facile. Et du coup, vous êtes bienvenus à notre séminaire en ligne. Pareil que Scarlett, j'ai pas beaucoup de choses à ajouter à ce qu'Eric a expliqué, mais seulement sur la question de quand une dette est légitime, je crois profondément que seule la population sait et est légitime à définir ses besoins et que les besoins de la population, y compris sur la production, donc qui produit, comment on produit, qu'est-ce qu'on produit, doit être discuté et débattu démocratiquement. Donc on a parlé du fait que Eric a mentionné le fait que des dettes sont contractées contre les intérêts de la population et donc nous devons aussi nous organiser, faire pression par le bas pour définir démocratiquement est-ce qu'on veut emprunter, à qui on veut emprunter et pourquoi on veut emprunter. Et je pense que ça c'est la clé, mais c'est un horizon très lointain malheureusement. Merci beaucoup. On va reprendre une série de 3 questions. Donc, là, il y avait là une troisième peut-être. Ok, c'est bon. Bonjour. Je voulais demander en fait, est-ce que historiquement il y a eu des pays qui en fait ont refusé de payer les dettes, de carrément genre faire vraiment boycott ou comme ça, coupe sec? Parce que je sais que présentement, en fait, beaucoup des pays justement d'Afrique et autres un peu sur la côte est d'Afrique, en fait, essaient de justement se couper du FMI en prenant justement des emprunts de Chine à travers le projet Belt and Road, qui est en soi-même une tentative justement des business chinois en fait d'étendre l'économie chinoise, en fait, passer les frontières chinoises. Je voulais savoir, en fait, est-ce que historiquement, il y a eu justement des pays qui ont essayé un peu de faire boycott complet et qu'est-ce qui se serait passé, je veux dire, plus récemment, je veux dire, parce que je sais que historiquement, il y en a eu justement pendant le XXe siècle et on a un peu vu, mais est-ce que plus récemment, il y a eu ou pas? La question suivante. J'avais juste une petite question pour Gabriela. Je voulais savoir si, par rapport à la présentation que tu as faite, est-ce que un peu schématiquement, en fait, on pourrait se dire que des prêts qui sont effectués dans des États du Sud global sont ensuite, à travers la fuite des capitaux, en fait, se retrouvent de nouveau dans les banques suisses
Est-ce qu'il y a comme un espèce de cercle presque entre un prêt qui est fait à un État et puis des élites locales qui en fait s'approprient cet argent et qui juste le renvoient ensuite de là où il vient à la base, ou est-ce que c'est trop schématique comme idée? Merci. Bonjour, merci aux 3 intervenantes et intervenants. J'ai 2 petites questions un peu corollaires concernant la première sur le service de la dette. Dans les campagnes qu'on fait et qui ont été menées depuis longtemps, où placer le rôle des agences de notation sur le service de la dette? Moi, je me rappelle juste d'un événement particulier au moment de la révolution en Tunisie. L'agence, je crois que c'était Moody's, a tout de suite dégradé la note de la Tunisie. Donc, c'était intéressant de se dire que la dictature de Ben Ali pouvait emprunter un certain taux, et dès qu'il y a une révolution démocratique, effectivement, il y a une aggravation. Et puis ma deuxième question, c'est une question un peu d'actualité, un peu désespérée et désespérante, c'est vous luttez de manière essentielle contre ces choses, mais quand aujourd'hui on retrouve la tentative d'extorsion, enfin l'extorsion par Trump des ressources minières en Ukraine sous prétexte de dettes supposées, quoi faire en termes de campagne par rapport à ce genre de situation qui finalement rendent les choses encore plus, disons, encore plus manifestement délirantes par rapport à ce genre de prétexte de dette. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Ouais, je veux bien sur la question de Max. Merci pour ta question. Oui. Dans mes recherches, j'ai fait une compilation de toutes les créances suisses au Brésil, à l'Argentine, au Mexique, au Venezuela pendant les années 70 et 80. Et en particulier parce que je m'intéresse à quand les banques suisses ont prêté à des dictatures latino-américaines et pour quel type de projet. Donc, en grande partie, il s'agissait des projets d'infrastructure, des barrages, des routes, enfin des méga projets qui ont légitimé les gouvernements autoritaires latino-américains parce que c'était l'idée du grand progrès. Donc, j'ai pas mentionné les prêts suisses directement à ces pays. J'ai surtout parlé des prêts des banques à la Banque mondiale, mais il y a aussi cette dimension-là. Mais si tu veux, la place financière suisse attire massivement des capitaux, des fortunes des pays de la périphérie, mais prête directement, beaucoup plus massivement aux pays capitalistes avancés, si on veut, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis, enfin voilà. Et donc il y a cette logique qui est vraiment un peu crasse en quelque sorte, c'est on ramasse l'argent du Sud et on le replace dans les pays riches, en fait. Donc, il y a une rotation comme ça. Et c'est aussi lié à la prise de risque, hein. C'est ce que je mentionnais, c'est que c'est plus facile de passer par l'intermédiaire de la Banque mondiale pour envoyer ses capitaux dans les pays du Sud que de prêter directement. Mais il y a aussi cette dimension-là. Mais c'est vrai que la logique est beaucoup plus de prendre, et y compris là, quand il y a eu les 2 chocs pétroliers, dans les années 70, il y avait aussi tous les pays pétroliers qui faisaient des excédents liés à l'augmentation des prix du pétrole, qui ont beaucoup déposé aussi leurs comptes en Suisse, je n'ai pas à mentionner, mais enfin leur argent en Suisse, et qui a ensuite été reprêté ailleurs. Mais c'est surtout plus la logique de ramasser l'argent des pays du Sud et les renvoyer dans des pays très hautement industrialisés. Voilà, mais oui, c'est ça. Compléter. Ouais. Je pense que le raisonnement que tu as tenu se tient tout à fait. Et au niveau du CADTM, on a essayé de calculer cela, de rendre ça transparent, mais ce n'est pas facile parce que les institutions financières internationales n'aident pas du tout à faire une évaluation. Nous, ce qu'on a
calculer, c'est essayer d'évaluer les montants déposés par les classes dominantes des pays du Sud, ces montants déposés dans les pays du Nord, et déposés dans les banques des pays du Nord, et comparer cela aux montants prêtés par les banques du Nord aux pays du Sud. Et on s'aperçoit que les montants déposés par des résidents du Sud dans les banques du Nord sont supérieurs aux crédits octroyés par les banques du Nord aux pays du Sud. Ce qui va dans le sens de ce que Gabriel vient de dire, c'est que le Sud, les classes dominantes des pays du Sud exploitent leur population, placent cet argent dans les coffres des banques du Nord, qui reprêtent cet argent aux pays du Sud pour souvent des crédits illégitimes, des méga-projets, pour soutenir des régimes dictatoriaux ou corrompus, avec un recyclage, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que comme des banques cherchent à ce qu'on leur emprunte de l'argent, elles, au moment des prêts, bon ça j'avais analysé dans le cas des prêts des banques suisses à Mobutu, les banques suisses proposaient à Mobutu de redéposer une partie du crédit octroyé au Zaïre sur un compte en banque numéroté dans la même banque et géré par Mobutu et son clan. Et donc, effectivement, ce mécanisme existe, mais la Banque des règlements internationaux et les banques nationales des différents pays du Nord et du Sud rendent très difficile l'accès aux données sur les dépôts de leurs résidents dans les autres pays. Nous, on part donc des données fournies par la Banque des règlements internationaux dans ses rapports trimestriels, mais toute une partie est très difficile à attribuer parce que une grande partie des dépôts passe par des paradis fiscaux, les îles Caïmans, les îles Vierges, etc. Donc c'est des montants considérables et il faut ensuite, on sait que ça arrive là, mais la BRI ne nous dit pas, une fois que c'est là, vers où ça va. Et donc, il y a toute une partie des flux qu'on n'arrive pas à reconstituer leur trajet complet, d'où toute l'importance de lutter contre les paradis fiscaux, dont la Suisse fait partie, évidemment, et pour assurer la traçabilité de ces mouvements. Alors, est-ce que des pays ont répudié des dettes? Donc, j'ai donné au début de mon exposé toute une série d'exemples. Les États-Unis en 1837, j'ai oublié de dire en 1865, ils ont aussi répudié leurs dettes. En 1898, ils ont aussi répudié leurs dettes. La Russie, en 1918, la Russie des Soviets, le Costa Rica en 1919. Et plus récemment, là, j'ai pas donné l'exemple, j'ai juste mentionné l'Islande. L'Islande a connu en 2008 l'effondrement de son système bancaire qui avait été privatisé seulement quelques années auparavant. Et les effets de cette crise bancaire, c'était que les filiales des banques en faillite les filiales présentes en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas ont enregistré elles-mêmes d'énormes pertes. Et le gouvernement travailliste de Gordon Brown de Grande-Bretagne et le gouvernement travailliste des Pays-Bas ont tout de suite indemnisé, alors qu'il s'agissait d'une faillite bancaire privée et pas d'une faillite d'une banque publique islandaise. Et les indemnisations attribuées par la Grande-Bretagne et les Pays-Bas dans le cadre de ces faillites des filiales des banques islandaises, notamment la principale filiale s'appelait
ICE Save, se montait à 3,5 milliards d'euros, l'équivalent de 3,5 milliards d'euros. Et les Pays-Bas et la Grande-Bretagne ont réclamé à l'Islande ces 3,5 milliards d'euros. Et le gouvernement islandais n'avait pas cette somme, c'est une île de 350 000 habitants, et la population ne voulait pas de devoir payer des impôts pour rembourser une dette à des Hollandais ou à des Britanniques, parce que leur gouvernement avait décidé d'être généreux à l'égard de ces banques qui avaient fait faillite. Donc il y a eu des mobilisations populaires, et la présidence de l'Islande a convoqué un référendum. Au premier référendum où la question c'était « Êtes-vous d'accord qu'on indemnise la Grande-Bretagne et les Pays-Bas pour les 3,5 milliards d'euros ?» Et la réponse à 90% était non. Il y a eu un gouvernement alors dit progressiste avec des Verts et des socialistes, des Verts qui s'appelaient Verts radicaux, et qui a renégocié avec la Grande-Bretagne et les Pays-Bas une indemnité inférieure à 3,5 milliards, mais une indemnité quand même. La population est ressortie dans les rues, et le président de l'Islande a reconvoqué un référendum où là, il y a eu 83% de rejet de l'indemnité à l'égard réclamée par les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Et donc, l'Islande a répudié les dettes que lui réclamaient la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Alors, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas sont allés devant une cour d'arbitrage qui gère les litiges dans le cas du Liechtenstein, Andorre, la Norvège, l'Islande. Je me demande si la Suisse n'est pas concernée par ce tribunal d'arbitrage. Et ce tribunal d'arbitrage, c'est très intéressant. Vous pouvez trouver son jugement sur le site du CADTM. Ça date de 2013. Le tribunal d'arbitrage a débouté la Grande-Bretagne et les Pays-Bas en disant que ces deux parties qui demandaient raison au tribunal d'arbitrage n'ont pas pu prouver que l'Islande avait pris des obligations pour des entreprises privées islandaises à l'égard de tiers de l'étranger. Et que, comme il n'y avait pas d'obligation contractée par l'État, le tribunal ne voyait pas pourquoi l'Islande, comme État, devait venir en aide au secteur privé. Et donc c'est un jugement très intéressant, parce que ça indique que les sauvetages de banques privées avec des fonds publics qui ont été systématiquement pratiqués dans toute une série de pays, sur la base de cette sentence-là, de ce jugement-là, on peut argumenter contre la légitimité et la légalité de ces sauvetages bancaires produisant une augmentation de la dette publique. Alors, les agences donc ça, c'est l'exemple de l'Islande. Sur l'Équateur, j'ai pas le temps de développer, mais c'est une victoire aussi contre les créanciers de l'Équateur, et ça date de 2007, 2008, 2009. Et des mesures fortes, par exemple, l'Équateur, quand Rafael Correa, je vous ai dit, il a été élu fin 2006, il a pris ses fonctions début 2007. Fin avril 2007, il a expulsé le représentant permanent de la Banque mondiale en Équateur, en le déclarant persona non grata. Et la Banque mondiale n'a rien dit, parce que si elle avait fait du bruit, ça aurait donné l'idée à d'autres gouvernements d'en faire autant. Et la Banque mondiale, un an après, a négocié le droit de renvoyer quelqu'un, et en soumettant une dizaine de noms à la présidence de l'Équateur, et en disant, est-ce que parmi cette liste-là, est-ce que y a des noms qui vous conviennent, quoi. Donc, ce qui montre qu'une action forte peut donner des résultats. Et dans le cas du FMI, l'Équateur a dit au FMI, qui avait ses locaux dans la Banque centrale de l'Équateur, le gouvernement de l'Équateur a dit, vous devez quitter les locaux de la Banque centrale de l'Équateur et vous trouvez des locaux dans la capitale et payer pour vos locaux
pour votre représentation dans le pays. Autre exemple de, il faut faire preuve de souveraineté, il faut tenir tête au FMI, etc. Et par rapport à ça, il y a la question qui m'était posée, des pays qui tiennent tête. Par exemple, lorsqu'il y a eu la crise dite des tigres asiatiques en 95-96, ça touchait les Philippines, l'Indonésie, la Corée du Sud, la Malaisie. La Malaisie a refusé l'aide du FMI en disant « nous refusons les conditionnalités imposées par le FMI ». Et la Malaisie s'en est tirée beaucoup mieux que les Philippines, l'Indonésie, la Corée du Sud, qui avaient accepté l'aide du FMI. Donc il y a des pays, effectivement, qui tiennent tête. On pourrait dire aussi que Cuba ne fait pas partie du FMI, ne fait pas partie de la Banque mondiale et est entré en suspension de paiement de sa dette à partir de 1986. Je me permets juste, il reste environ 5 minutes pour terminer de répondre. Oui, j'avais encore la question sur les ressources naturelles de l'Ukraine, mais quelqu'un d'autre peut... Bon, sur les ressources naturelles de l'Ukraine, je trouve ça... C'est tout à fait un cas absolument intéressant. Bon, tout le monde, enfin, ici dans la salle, tout le monde se rend compte que pour Trump, le droit international n'a absolument aucune importance. Pour Bush ou Barack Obama, il n'avait pas non plus d'importance, mais on faisait les choses au nom du droit international et dans le respect du droit international, mais tout en le violant. Pour Trump, c'est beaucoup plus simple. Le droit international, il s'assied dessus. Et donc, là, dans le cas de ce qui réclame à l'Ukraine, c'est absolument incroyable. Les États-Unis ont dit, nous faisons des dons à l'Ukraine. C'est la différence par rapport à l'Union européenne qui prête à l'Ukraine. Et donc, toute la dette dans la dette extérieure de l'Ukraine, qui se monte à plus de 100 milliards, la dette publique, il y a 50 milliards, non, ça doit être 30 milliards dus à l'Union européenne, et 0 aux États-Unis. Et donc Trump prétend transformer des dons en une dette, lui permettant de prétendre à une compensation en ressources naturelles. C'est absolument... Il n'y a aucun fondement juridique à cette prétention, et donc c'est purement et simplement le rapport de la force exercée sur l'Ukraine, et c'est très important d'insister là-dessus. Et si l'Union européenne est fâchée en disant mais c'est pas juste, là Trump est en train de laisser tomber l'Ukraine, l'Union européenne est super fâchée parce qu'elle pensait que comme elle avait des créances sur l'Ukraine, elle aurait droit à prétendre à des ressources naturelles dans le cadre des privatisations qui allaient venir s'il y avait une intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Et donc l'Union européenne se fait baiser par Trump qui négocie en direct avec Zelensky. Et donc ce qu'elle voyait comme possibilité d'accaparement risque de lui échapper. Et donc ça, évidemment, dans les discours de Macron, vous n'entendrez jamais cette raison-là. Mais c'est clair que c'est une des raisons très importantes du mécontentement des Européens. C'est pas la question simplement de la protection de l'Ukraine par rapport à la Russie ou d'autres pays européens par rapport à la dite menace russe. Et donc, il faut absolument travailler sur cette question, puisque là, on a en direct un accaparement de ressources naturelles au nom d'une dette qui n'a même pas de statut juridique. Bon, et les agences de notation, je n'ai pas le temps de répondre, puisque... J'aimerais juste rajouter quelque chose, parce que Eric a parlé de la Banque des règlements internationaux et la question des centres offshore et leur refus de donner des informations pour qu'on ait une vue sur l'argent qui est déposé, les transactions. La Banque des règlements internationaux a tenté, à partir du milieu des années 70, d'établir des statistiques sur la dette, d'y voir clair,
parce que ils se rendaient compte, et on le voit bien même dans les rapports annuels de la BRI, ils se rendaient compte que les pays de la périphérie étaient en train de s'endetter très massivement, puis que la bombe allait pas tarder à exploser. Et donc, ils mettent en place des groupes de travail différents, dont un qui s'appelle explicitement groupe de travail pour restreindre la croissance des prêts internationaux. Donc, c'est assez clair. Ils tentent d'élaborer un questionnaire adressé aux principales banques créancières des pays du groupe des 10, dans la Suisse, du coup, aussi, sur le niveau des prêts, sur leurs débiteurs, combien ils ont prêté, où est-ce qu'on en est. Et la Suisse va vraiment être parmi, et les autres centres offshore aussi, dans le cadre de ces discussions, des fervents opposants de ça. Pierre Longtin, qui était à ce moment-là le président de la Banque nationale suisse, va dire « Mais vous voulez apprendre, je cite, vous voulez apprendre les banquiers à faire leur métier. Vous voulez apprendre la banque aux banquiers. » Donc ça, c'était quelque chose de très marquant dans cette deuxième moitié des années 70. Et en fait, ils disent que c'est... Donc les banques suisses sont auditionnées, on a un procès verbal de cette audition, et ils disent que c'est une atteinte grave à la libre circulation des capitaux, que c'est une atteinte grave aux droits des banques de faire leurs affaires, qu'on veut nous surveiller, parce qu'en fait, il y avait un refus net que cette question soit prise en charge par une institution supranationale, si on veut. Parce que, en fait, quelques années plus tard, donc en 1983, les banquiers eux-mêmes se réunissent pour créer la première association patronale internationale entièrement dédiée à la question de la dette. Donc, ça s'appelle l'Institute of International Finance, qui, en fait, fait exactement la même chose, ou avait pour but de faire la même chose que la BRI avait prévu de faire. Donc, établir des statistiques sur qu'est-ce qu'on prête, à qui on prête, comment, etc. Mais ce qui gênait, en fait, c'est simplement qu'ils sentaient venir, et ils voulaient empêcher toute tentative de régulation de ce niveau-là. Et donc, voilà, je leur ai écrit très naïvement pour demander d'avoir accès à leurs archives, puisque quand la crise éclate, il y a tout un débat maintenant dans l'historiographie des personnes qui travaillent sur la crise de la dette, en fait, quand la crise éclate, tout un tas de banquiers s'offusquent en disant « mais en fait, le problème, c'était le manque d'information. C'était pas qu'on a trop prêté. C'est qu'en fait, on savait pas, personne n'était au courant que les pays étaient endettés comme ça. Mais en fait, quand une institution comme la BRI a tenté d'établir ces statistiques, enfin a tenté d'y voir plus clair pour prévenir justement l'éclatement de la crise, ils avaient refusé en bloc. Mais avec des accusations vraiment graves, quoi. Et là, voilà. Donc, quand je leur ai écrit, j'ai dit, bon, voilà, votre objectif, c'était justement de mettre en place des statistiques, c'était d'y voir plus clair, etc. Donc, c'était d'avoir accès à l'information. Donc, est-ce que je peux avoir accès à l'information? Et on m'a dit, non, il n'y a rien à voir chez nous. Je ne comprends pas pourquoi vous vous intéressez, etc. Mais c'est logique, hein, je veux dire, travailler en Suisse sur des banques suisses ou travailler sur des banques en général, c'est très opaque. Mais voilà, pour dire qu'il y a eu ce refus, il y a eu une tentative vraiment qui partait pas de nos camarades, hein, qui partait de la Banque des règlements internationaux, donc qui prenait au sérieux cette question. Et les banquiers suisses et les centres offshore étaient vraiment les plus fervents opposants à ça. Merci beaucoup. On arrive gentiment à midi. Merci aux 3 intervenants et intervenantes pour cette conférence. Et on vous invite à descendre au réfectoire en bas pour le repas qui est servi à prix libre avec un prix de soutien à 10 francs. Merci beaucoup.